bienvenue sur le podcast de référence pour devenir triathlète. Je suis Hermano, papa de 4 enfants, producteur de podcasts sportifs depuis 2014 et triathlète depuis plus de 20 ans. Mercredi, milieu de semaine, motivons-nous ensemble en parlant sport et triathlon. Et pour ne rien manquer de nos actualités et participer à nos podcasts, rejoignez notre groupe Facebook. C'est le meilleur moyen d'être tenu informé des invités de la semaine et d'échanger avec nous et parfois même avec elles et eux. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes dans l'épisode du podcast Devenir triathlète. Mon co-animateur Olivier de Scooter, le fondateur de la marque Ohana, est toujours à nos côtés. Salut Olivier. Salut Hermano. Et notre invité de la semaine, Valentin Lacroix, qui est un revenant, pour ainsi dire, puisque Valentin, on t'a déjà reçu en début d'année. On a parlé nutrition, on a parlé aussi de ta contribution au livre qui a été coécrit avec d'autres participants, le livre Devenir triathlète par Ohana Triathlon. J'avais une première question pour ce deuxième épisode de la semaine, Valentin. Tu nous as dit que tu étais nutritionniste, diététicien, tu as étudié la micronutrition. Qu'est-ce que ça veut dire que tous ces termes ? Je t'avoue que c'est un sacré brouhaha, même au niveau des professionnels, c'est parfois difficile à comprendre. En tout cas en France, donc soit on est diététicien nutritionniste, donc c'est un bac+2, après ce qui nous empêche pas de continuer à se former, moi comme je l'ai fait avec des diplômes universitaires, ou alors on est médecin nutritionniste, donc on fait médecine et on se forme en nutrition sur des petites formations. Mais si on est nutritionniste seul, c'est pas un terme qui est reconnu. Donc théoriquement, c'est pas des formations qui nous amènent à faire de l'accompagnement nutritionnel. Après, c'est assez flou et c'est pour ça qu'il y a des dérives des deux côtés. Mais voilà. Et je pense qu'on en avait déjà parlé la dernière fois où tu t'es passé effectivement sur le podcast, mais il n'y a pas d'accès à la profession pour être nutritionniste. En fait, par exemple toi, si tu veux faire un diplôme universitaire, tu peux te dire nutritionniste, mais t'es pas reconnu en tant que tel comme quelqu'un qui peut donner des conseils en nutrition. Et ça peut être attaquable sur le plan judiciaire. Oui, donc c'est zone grise, on va dire. Tu nous as parlé aussi de micronutritionniste, formation à la micronutrition. Est-ce que ça rentre aussi dans le cadre de la formation de nutritionniste diététicien ou diététicien nutritionniste ? Est-ce que c'est encore autre chose ? Est-ce que c'est beaucoup plus spécialisé ? On va peut-être dévoiler quelque chose, Olivier, mais c'est vrai que courant août, on va avoir une invitée qui s'est formée elle aussi à la micronutrition. Donc Valentin, peut-être déjà tu peux nous en dire un petit peu plus. La micronutrition déjà c'est un terme un peu galvaudé, ça fait un peu vendeur de compléments alimentaires ou autre, mais c'est dans le sens où on va chercher un peu plus loin que l'assiette. Donc au contraire, justement, l'assiette, ça reste la priorité, mais en élargissant un petit peu, on voit que certains micronutriments ont des actions spécifiques dans l'organisme, et du coup, si on les isole ponctuellement, par exemple pour refaire des niveaux en termes de déficit qu'on a objectivé par de la biologie, on peut faire sauter des freins, ou en tout cas aller plus loin dans l'approche. Donc c'est vraiment important de voir la micronutrition comme une plus-value, mais dans tous les cas, c'est la nutrition qu'on fait, c'est on se concentre sur l'assiette de la personne, de l'athlète, et puis on sait que de manière très précise sur certains micronutriments, en termes d'apport dans l'assiette, ponctuellement, parfois sur des compléments alimentaires, ça peut être légitime et justifié, mais c'est pas indissociable. Bon, tout ça nous emmène un petit peu aussi au rôle que tu vas avoir pour ces Jeux Olympiques. On en a longuement parlé hier. Tu vas accompagner 6 cyclistes de l'équipe de France de cyclisme sur route, donc 5 hommes et une femme, si je ne m'abuse. Qu'est-ce que ça veut dire justement être nutritionniste pour une période aussi courte, alors nutritionniste et cuisinier pour une période aussi courte, et comment est-ce que tu envisages déjà, on a bien dégrossi le sujet hier, tu nous as dit que ça allait dépendre des arrivages, ça allait dépendre des ravitaillements, ça allait dépendre de tes petites mains qui vont t'aider à aller faire les courses, etc. Est-ce que toi tu vas faire une liste de courses et tu vas voir avec ce qui te ramène? Est-ce que tu vas vraiment être à l'aveugle? Tu vas devoir composer chaque matin avec ce qu'il y a? Est-ce que tu vas faire les repas du matin, du midi, du soir, la collation du matin, la collation de l'après-midi? Comment tu envisages ton rôle sur ces Jeux Olympiques de Tokyo? Donc déjà la porte d'entrée, c'est l'exigence de la discipline plus toutes les contraintes autour. Donc le sommeil, donc lié à l'alimentation, le moment d'endormissement et les moments où on souhaite éveiller. Donc là, on peut parler éventuellement de chrononutrition, l'hydratation, donc via la boisson, mais aussi l'alimentation. En termes de préparation, donc on va surtout penser aux fruits et légumes, donc sous forme de soupe, de smoothie,
de jus, du cru, du cuit, etc. Et la récupération qui est liée aux antécédents et des courses précédentes, donc liées aux apports en protéines, à la recharge en glucides, et tout ce qui est micronutriments, tout ce qui est polyphénol, les antioxydants, les oméga 3, tout ce qui est un peu super aliment entre guillemets, ce qui va être antioxydant, anti-inflammatoire, etc. Et un point important, ça va être aussi le système digestif qui va être perturbé sans doute, donc vraiment adapté soit au cas par cas, soit de manière générale pour alléger cette digestion. Donc c'est pour ça que ma vision, elle est oui, c'est sûr, ça va être sur place de faire la cuisine, mais en amont, ça va être de faire des menus par rapport à des besoins énergétiques et aussi par rapport aux contraintes. Donc du coup, venir greffer certains aliments à tel moment, comment les cuire, comment les préparer pour avoir cette vision globale de la nutrition et de la cuisine. Alors au moment où on enregistre, tu es encore en France, mais tu pars bientôt sur Tokyo. Tu pars combien de temps avant les équipes, justement, pour je sais pas, partir en éclaireur? Qu'est-ce que tu vas faire d'ailleurs là-bas avant? Est-ce que c'est pour la quarantaine Covid? Est-ce que c'est vraiment pour partir en éclaireur? Est-ce que c'est pour voir si t'assurer que tous les feux du piano, alors pour ceux qui connaissent pas le piano, c'est espèce de grosse gazinière, fonctionnent? Qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas quelques jours avant? Eh ben, j'arrive aucun temps de date d'adaptation parce qu'on va arriver donc là je pars le 14 juillet au soir, on arrive le 15 juillet au soir au Japon. Et dès le 16, je serai en cuisine. Donc j'ai pas de temps d'adaptation, donc c'est tout en amont que je vais devoir prévoir, même une liste de courses pour qu'on me remplisse les frigos, les congélateurs, les placards en amont pour pouvoir être opérationnel dès que possible. Donc pas beaucoup de temps d'adaptation. Je vais arriver uniquement avec 2 athlètes, plus du staff, mais 2 athlètes qui vont pas sortir de grosses compétitions, ils vont vraiment faire une préparation en amont chez eux. Donc eux, il y aura l'exigence de la récupération, mais un peu moins, même si c'est important quand même. Et après, on va être à 3-4 jours après, je reçois le reste du convoi. Et donc là, ça faudra vraiment être opérationnel à ce moment-là pour vraiment optimiser au final la dernière semaine avant les compétitions. C'est marrant parce que tu disais justement que vous alliez être dans un Airbnb. J'imagine que c'est à cause des mesures sanitaires. C'est plutôt original. Comment ça se passe, c'est qui a choisi le Airbnb, parce que t'as besoin d'avoir une cuisine. Enfin, je veux dire, tu prends la plupart des Airbnb, bon, c'est des apparts ou des maisons un peu classiques, quoi. Donc, toi, j'imagine, t'as besoin d'un minimum de matériel pro, etc. T'as besoin de grandes casseroles, t'as besoin de voilà. Comment ça se passe? Est-ce que tu voyages avec ta mallette à couteau? Ouais, les couteaux pour un chef cuisinier, c'est la base. On aime bien travailler avec notre matériel. Au moins pour ça. Au Japon, il y a ce qu'il faut normalement. Oui, mais c'est comme un cycliste qui changerait de vélo. On va dire c'est vraiment notre outil, donc c'est vrai qu'on aime bien avoir nos couteaux, les aiguiser nous. Donc ça, c'est sûr, je vais le prévoir. Après, ça arrive que sur des déplacements, j'ai dû cuisiner dans des Airbnb où il y avait rien de professionnel. Donc c'est un peu la débrouille, mais ça passe très bien. Là, après, on a trouvé un Airbnb, donc du coup, en fait, on a un contact à la mairie de la ville qui nous accueille, qui nous a trouvé justement cet hébergement où on sera autonome. Il y aura une cuisine qui est relativement bien conçue, plutôt de type professionnel. Donc il y a des spécificités japonaises, hein, le cuiseur à riz, etc., toute la vaisselle en petits bols, en petites portions. Mais sinon, on retrouve quasiment tout le matériel souhaité. C'est pas un facteur limitant, en tout cas pour moi, ce changement d'emplacement. Une autre question logistique qui découle de celle que tu as posée, Olivier. Qu'est-ce que ça mange? Enfin, 5 hommes et une femme cycliste. Est-ce que tu prévois 10 frigos? Parce que qu'est-ce que ça mange et qu'est-ce que ça boit? Je sais qu'en triathlon, on dit souvent que les triathlètes mangent toute la journée parce que déjà, ils s'entraînent beaucoup et ils ont besoin de s'alimenter tout au long de la journée. Est-ce que c'est pareil pour les cyclistes? Et puis, oui, en termes de quantité, j'imagine que tu te contentes pas d'aller acheter 3 kilos de légumes, surtout pour 6 personnes. Ouais, là, on est pour information, on est à peu près sur des dépenses énergétiques sur des journées classiques, donc des petites sorties de récupération de vélo de l'ordre de 3500-4000 calories. Donc c'est quasiment x2 de la population générale. Donc c'est des dépenses énergétiques importantes. Et puis surtout à la sortie d'un Tour de France, par exemple, le retour des coureurs, c'est qu'ils ont l'impression de cramer de l'énergie vraiment, vraiment en excès. Et même s'ils restent toute la journée à dormir parce qu'ils sont exténués, ils crament et ils peuvent manger de tout ce qu'ils veulent. Ils maigrissent encore après le tour. Ça, c'est vraiment des retours que j'ai souvent. Après un Tour de France, après un grand tour, les athlètes continuent à perdre du poids, pour la plupart, après la compétition, malgré qu'ils soient quasiment inactifs et qu'ils aient l'impression de faire que manger.
Surtout et c'est dû à quoi ça? C'est assez simplement vraiment cet état de stress qui est généré par l'exigence de l'effort. Je pense que comme après un Ironman par exemple, le corps est tellement stressé qu'il cherche justement à récupérer, à refaire ses réserves, à réparer tous les tissus qui ont été lésés. Et même je pense que c'est peut-être plus important après un Ironman parce qu'il y a l'exigence et la sollicitation musculaire avec la course à pied. Donc on est vraiment dans un état de stress comme pourrait l'être quelqu'un qui a eu un accident de voiture, qui a été un grand brûlé, etc. Le corps cherche à cicatriser et du coup il active tout le métabolisme pour se reconstruire. Ce qui explique souvent aussi, d'un point de vue vraiment sport amateur, que quand on veut se peser après une grosse sortie de course à pied notamment, on nous dit de plutôt nous peser 2-3 jours après pour voir l'impact de la sortie d'avant, parce que si tu te pèses juste après la sortie ou même le lendemain matin, c'est plutôt l'impact en perte hydrique qu'autre chose, alors que effectivement, comme tu le dis, ça continue à travailler pendant quelques heures après. Bon, je pense qu'on a fait un bon tour pour aujourd'hui. On va pouvoir continuer demain encore sur le sujet Jeux Olympiques et nutrition. Et ben avec plaisir, en tout cas, on approche, donc je vous partage tout ça avec plaisir. Super, à demain. Yes, à demain. À demain. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié, je vous rappelle que vous pouvez venir sur le groupe Facebook pour nous laisser un commentaire et interagir avec nous et nos invités. Et n'oubliez pas de nous aider à progresser dans les classements et dans notre exercice de podcast en laissant un commentaire sur Apple Podcast. À demain pour en savoir encore plus sur notre invité de la semaine.